de tes pavots la douce violence. Et ne laisse veiller en ces aimables lieux que les cœurs que l'amour soumet à sa puissance. Tes ombres et ton silence, plus beau que le plus beau jour, offrent de doux moments à soupirer d'amour. Que soupirer d'amour est une douce chose quand rien à nos vœux ne s'oppose. À d'aimables penchants, notre cœur nous dispose, mais on a des tyrans à qui l'on doit le jour. Que soupirer d'amour est une douce chose quand rien à nos vœux ne s'oppose. Tout ce qu'à nos vœux on oppose, contre un parfait amour, ne gagne jamais rien. Et pour vaincre toute chose, il ne faut que s'aimer bien. Aimons-nous donc d'une ardeur éternelle. Les rigueurs des parents, La contrainte cruelle. L'absence, les travaux, la fortune rebelle ne font que redoubler une amitié fidèle. aimons-nous donc d'une ardeur éternelle. Quand deux cœurs s'aiment bien. Tout le reste n'est rien. Mon Dieu, Eraste! Gardons d'être surpris. Je tremble qu'on ne nous voit ensemble et tout serait perdu après la défense que l'on m'a faite. Je regarde de tous côtés et je n'aperçois rien. Et aussi l'œil au gain, Nérine, et prends bien garde qu'il ne vienne personne. Reposez-vous sur moi et dites hardiment ce que vous avez à vous dire. Avez-vous imaginé pour notre affaire quelque chose de favorable? Et croyez-vous, Eraste, va venir à vous de détourner ce fâcheux mariage que mon père s'est mis en tête? Au moins y travaillons-nous fortement. Et déjà nous avons préparé un bon nombre de batteries pour renverser ce dessein ridicule. Par ma foi, voilà votre père. C'est pas qu'on oublie. Non, 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 non. Ne bougez. Je m'étais trompée. Mon Dieu, Nérine, que tu es sotte de nous donner de ces frayeurs. Oui, belle Julie. Nous avons dressé pour cela quantité de machines, et nous ne feignons point de tout mettre en usage sur la permission que vous m'avez donnée. Ne nous demandez point tous les ressorts que nous ferons jouer, vous en aurez le divertissement. Et comme aux comédies, il est bon de vous laisser le plaisir de la surprise et de ne vous avertir point de tout ce qu'on vous fera voir. C'est assez de vous dire que nous avons en main divers stratagèmes, tout prêts à produire dans l'occasion, et que l'ingénieuse Nérine et l'adroite Brigani entreprennent l'affaire. Assurément. Votre père se moque-t-il de vouloir vous engager de son avocat de Limoges, Monsieur de Poursognac, qu'il n'a vu de sa vie et qui vient par le coche vous enlever à notre barbe? Faut-il que 3 ou 4 000 écus de plus, sur la parole de votre oncle, lui fassent rejeter un amant qui vous agrée? Et une personne comme vous, est-elle faite pour un Limousin? S'il a envie de se marier, que ne prend-il une limousine et ne laisse-t-il en repos les chrétiens? Oh, le seul nom de Monsieur de Poursognac m'a mis dans une colère effroyable. J'enrage de Monsieur de Poursognac
Quand il n'y aurait que ce nom-là, monsieur de Pourceaugnac, j'y brûlerais mes livres ou je romprais ce mariage. Et vous ne serez point madame de Pourceaugnac. Pourceaugnac, cela se peut-il souffrir? Non. Pourceaugnac est une chose que je ne saurais supporter. Et nous lui jouerons tant de pièces. Nous lui ferons tant de niche sur niche que nous renvoierons à Limoges monsieur de Pourceaugnac. Voici notre subtil napolitain qui nous dira des nouvelles. Monsieur, votre homme arrive. Je l'ai vu à 3 lieues d'ici où a couché le coche. Et dans la cuisine où il est descendu pour déjeuner, je l'ai étudié une bonne grosse demi-heure et je le sais déjà par cœur. Pour sa figure, je ne veux point vous en parler. Vous verrez de quel air la nature l'a dessiné et si l'ajustement qui l'accompagne y répond comme il faut. Mais pour son esprit, je vous avertis par avance qu'il est des plus épais qui se fassent, que nous trouvons en lui une matière tout à fait disposée pour ce que nous voulons, et qu'il est homme enfin à donner dans tous les panneaux qu'on lui présentera. Eh, nous dis-tu vrai? Oui, si je me connais en gens. Madame, voilà un illustre. Votre affaire ne pouvait être mise en de meilleures mains, et c'est le héros de notre siècle pour les exploits dont il s'agit. Un homme qui 20 fois en sa vie, pour servir ses amis, a généreusement affronté les galères, qui, au péril de ses bras et de ses épaules, sait mettre noblement à fin les aventures les plus difficiles, et qui, tel que vous le voyez, est exilé de son pays pour je ne sais combien d'actions honorables qu'il a généreusement entreprises. Je suis confus des louanges dont vous m'honorez, et je pourrais vous en donner avec plus de justice sur les merveilles de votre vie, et principalement sur la gloire que vous acquit lorsqu'avec tant d'honnêteté vous pipâtes au jeu pour 12 000 écus ce jeune seigneur étranger que l'on mena chez vous. Lorsque vous fîtes galamment ce faux contrat qui ruina toute une famille. Lorsqu'avec tant de grandeur d'âme vous souteniez le dépôt qu'on vous avait confié. Et que si généreusement on vous vit prêter votre témoignage à faire pendre ces 2 personnages qui n'avaient pas mérité. Oh, ce sont petites bagatelles qui ne veulent pas qu'on en parle. Et vos éloges me font rougir. Je veux bien épargner votre modestie. Laissons cela. Et pour commencer notre affaire, allons vite joindre notre provincial. Tandis que de votre côté, vous nous tiendrez prêts au besoin les autres acteurs de la comédie. Au moins, madame, souvenez-vous de votre rôle. Et pour mieux couvrir notre jeu, feignez, comme on vous a dit, d'être la plus contente du monde des résolutions de votre père. S'il ne tient qu'à cela, les choses iront à merveille. Mais... Belle Julie, si toutes nos machines venaient à ne pas réussir... Je déclarerai à mon père mes véritables sentiments. Mais si contre vos sentiments, il s'obstinait à son dessein... Je le menacerai de me jeter dans un couvent. Non, mais si malgré tout ça, il voulait vous forcer à ce mariage... Que voulez-vous que je vous dise? Mais ce que je veux que vous me disiez... Oui. Mais ce qu'on dit quand on aime bien... Oh. Mais quoi? Que rien ne saurait vous contraindre et que malgré tous les efforts d'un père, vous me promettez d'être à moi. Mon Dieu! Eraste! Contentez-vous de ce que je fais maintenant et n'allez point tenter sur l'avenir les résolutions de mon cœur. Ne fatiguez point mon devoir par les propositions d'une fâcheuse extrémité dont, peut-être, n'aurons-nous pas besoin? Et s'il y faut venir, souffrez au moins que j'y sois entraînée par la suite des choses. Eh bien... Ma foi, voici notre homme. Ah. Songeons à nous. Oh, comme il est battu! Mais bien quoi? Qu'est-ce?
Qu'y a-t-il? Au diantre soit la sotte ville que les sottes gens qui y sont. Ne pouvoir faire un pas sans trouver des nigauds qui vous regardent et se mettent à rire. Messieurs les badauds, faites vos affaires et laissez passer les personnes sans leur rire au nez. Je me donne au diable si je ne baille un coup de poing au premier que je verrai rire. Hein. Ha, ha, ha. Qu'est-ce que c'est, messieurs? Que veut dire cela? À qui en avez-vous? Faut-il se moquer ainsi des honnêtes étrangers qui arrivent ici? Voilà un homme raisonnable, celui-là. Quel procédé le vôtre? Et qu'avez-vous à rire? Mais fort bien. Monsieur a-t-il quelque chose de ridicule en soi? Oui. Est-il autrement que les autres? Suis-je tordu ou bossu? Apprenez à connaître les gens. C'est bien dit. Monsieur est d'une mine à respecter. Cela est vrai. Personne de condition. Oui, un gentilhomme limousin. Homme d'esprit. Qui a étudié en droit. Il vous fait trop d'honneur de venir dans votre ville. Sans doute. Monsieur n'est point une personne affaiblie. Assurément. Et quiconque rira de lui aura affaire à moi. Monsieur, je vous suis infiniment obligé. Je suis fâché, monsieur, de voir recevoir de la sorte une personne comme vous. Et je vous demande pardon pour la ville. Je suis votre serviteur. Je vous ai vu ce matin, monsieur, avec le coche, lorsque vous avez déjeuné. Et la grâce avec laquelle vous mangiez votre pain m'a fait naître d'abord de l'amitié pour vous. Et comme je sais que vous n'êtes jamais venu en ce pays-ci, et que vous y êtes tout neuf, je suis bien aise de vous avoir trouvé pour vous offrir mon service à cette arrivée et vous aider à vous conduire parmi ce peuple qui n'a pas parfois pour les honnêtes gens toute la considération qu'il faudrait. C'est trop de grâce que vous me faites. Je vous l'ai déjà dit, du moment que je vous ai vu, je me suis senti pour vous de l'inclination. Je vous suis obligé. Votre physionomie m'a plu. Ça met beaucoup d'honneur. J'y ai vu quelque chose d'honnête. Je suis votre serviteur. Quelque chose d'aimable. De doux, de gracieux, de majestueux, de franc et de cordial. Je vous assure que je suis tout à vous. Je vous ai beaucoup d'obligations. Et c'est du fond du cœur que je vous parle. Je le crois. Si j'avais l'honneur d'être connu de vous, vous sauriez que je suis un homme tout à fait sincère. Je n'en doute point. Ennemi de la fourberie. J'en suis persuadé. Et qui n'est pas capable de déguiser ses sentiments. C'est ma pensée. Vous regardez mon habit qui n'est pas fait comme les autres. Mais je suis originaire de Naples, à votre service. Et j'ai voulu conserver un peu la manière de s'habiller et la sincérité de mon pays. C'est fort bien fait. Pour moi, j'ai voulu me mettre à la mode de la cour pour la campagne. À ma foi, cela vous va mieux qu'à tous nos courtisans. C'est ce que m'a dit mon tailleur. L'habit est propre et riche et il fera du bruit ici. Sans doute. N'irez-vous pas au Louvre? Et il faudra bien aller faire ma cour. Le roi sera ravi de vous voir. Je le crois. Avez-vous arrêté un logis? Non, j'allais en chercher un. Je serais bien aise d'être avec vous pour cela. Et je connais tout ce pays-ci. Ah, qu'est-ce ceci? Que vois-je? Quelle heureuse rencontre! Monsieur de Poursognac. Que je suis ravi de vous voir.
Comment il semble que vous ayez de la peine à me reconnaître. Monsieur, je suis votre serviteur. Est-il possible que 5 ou 6 années m'aient ôté de votre mémoire et que vous ne reconnaissiez pas le meilleur ami de toute la famille des Pourceaugnac? Pardonnez-moi, ma foi, je ne sais qui il est. Il n'est pas un Pourceaugnac à Limoges que je ne connaisse, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Je ne fréquentais que du temps que j'y étais. Et j'avais l'honneur de vous voir presque tous les jours. C'est moi qui l'ai reçu, monsieur. Vous ne vous remettez pas mon visage. Si fait. Je ne le connais point. Vous ne vous ressouvenez pas que j'ai eu le bonheur de boire avec vous je ne sais combien de fois? Excusez-moi, je ne sais ce que c'est. Comment appelez-vous ce traiteur de Limoges qui fait si bonne chère? Petit Jean. Le voilà. Nous allions le plus souvent ensemble chez lui nous réjouir. Comment est-ce que vous nommez à Limoges ce lieu où l'on se promène? Le cimetière des Arènes. Justement, c'est là où je passais de si douces heures à jouir de votre agréable conversation. Vous ne vous remettez pas tout cela? Excusez-moi, je me le remets. Le diable emporte si je m'en souviens. Il y a 100 choses comme cela qui passent de la tête. Embrassez-moi donc, je vous prie, et resserrons les nœuds de notre ancienne amitié. Voilà un homme qui vous aime fort. Dites-moi un peu des nouvelles de toute la parenté. Comment se porte, monsieur votre là, qui est si honnête homme? Mon frère, le consul? Oui. Il se porte le mieux du monde. J'en suis ravi. Et celui qui est de si bonne humeur, là, monsieur votre... Mon cousin, l'assesseur. Justement. Toujours gai et gaillard. Oh, ma foi, j'en ai beaucoup de joie. Et monsieur votre oncle, votre oncle, Je n'ai point d'oncle. Ah, bah, vous aviez pourtant, en ce temps-là... Non, rien qu'une tante. Ah, mais c'est ce que je voulais dire, madame, votre tante. Comment se porte-t-elle? Elle est morte depuis 6 mois. Hélas, ma pauvre femme, elle était si bonne personne. Nous avons aussi mon neveu, le chanoine, qui a pensé mourir de la petite vérole. Quel dommage ça aurait été. Le connaissez-vous aussi? Vraiment, si je le connais, un grand garçon bien fait. Pas des plus grands. Non, mais de taille bien prise. Oui. Qui est votre neveu? Oui. Fils de votre frère et de votre sœur. Justement. Chanoine de l'église de... Oh, comment l'appelez-vous? De Saint-Étienne. Ah, mais le voilà, je ne connais autre. Il dit toute la parenté. Il vous connaît plus que vous ne croyez. À ce que je vois, vous avez demeuré longtemps dans notre ville. 2 ans entiers. Vous étiez donc là quand mon cousin l'élu fit tenir son enfant à monsieur notre gouverneur? Vraiment, oui, j'y fus convié des premiers. Cela fut galant. Oh, très galant. C'était un repas bien troussé. Sans doute. Vous vîtes donc aussi la querelle que j'eus avec ce gentilhomme Périgourdin? Oui. Parbleu, il trouva à qui parler. Il me donna un soufflet, mais je lui dis bien son fait. Assurément, au reste, je ne prétends point que vous preniez d'autres logis que le mien. Je n'ai garde de... Ah non, vous moquez-vous. Je ne souffrirai point du tout que mon meilleur ami soit autre part que dans ma maison. Ce serait... Ah non, le diable m'emporte, vous logerez chez moi. Puisqu'il le veut obstinément, je vous conseille d'accepter l'offre. Où sont vos hardes? Je les ai laissés avec mon valet où je suis descendu. Envoyons-les quérir par quelqu'un. Ah non! Je lui ai défendu de bouger, à moins que j'y fusse moi-même. De peur de quelques fourberies. Ah, c'est prudemment avisé. Ce pays-ci est un peu sujet à caution. Hein. Au moins les gens d'esprit en tout.
Je vais accompagner monsieur et le ramènerai où vous voudrez. Oui, je serais bien aise de donner quelques ordres et vous n'avez qu'à revenir à cette maison-là. Nous sommes à vous tout à l'heure. Je vous attends avec impatience. Voilà une connaissance où je ne m'attendais point. Il a la mine d'être honnête homme. Ma foi, monsieur de Poursognac, nous vous en donnerons de toutes les façons. Les choses sont préparées et je n'ai qu'à frapper. Je crois que vous êtes le médecin à qui l'on est venu parler de ma part. Non, monsieur. Ce n'est pas moi qui suis le médecin. À moi n'appartient pas cet honneur. Et je ne suis qu'apothicaire. Apothicaire indigne pour vous servir. Mais monsieur le médecin est-il à la maison? Oui. Il est là. Il est là. Embarrassé à expédier quelques malades. Et je vais lui dire que vous êtes ici. Oh, non, attendez, j'attendrai qu'il ait fait. C'est pour lui mettre entre les mains certains parents que nous avons, dont on lui a parlé, et qui se trouvent attaqués de quelque folie, et que nous serions bien aises qu'il pût guérir avant que de le marier. Je sais ce que c'est, 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 je sais ce que c'est. Et j'étais avec lui quand on lui a parlé de cette affaire. Ma foi, vous ne pouviez pas vous adresser à un médecin plus habile. C'est un homme qui sait la médecine à fond, comme je sais. Ma croix, de par Dieu! Et qui, quand on devrait crever, ne démordrait pas d'un iota des règles des anciens. Oui, il suit toujours le grand chemin. Le grand chemin! Il ne m'a point cherché midi à 14 heures. Et pour tout l'or du monde, il ne voudrait pas avoir guéri une personne avec d'autres remèdes que ceux que la faculté permet. Il fait fort bien. Un malade ne doit point vouloir guérir, que la faculté n'y consente. Ce n'est pas parce que nous sommes grands amis que j'en parle, mais il y a plaisir. Il y a plaisir d'être son malade. Et j'aimerais mieux mourir de ces remèdes que de guérir de ceux d'un autre. Car quoi qu'il puisse arriver, on est assuré que les choses sont toujours dans l'ordre. Et quand on meurt sous sa conduite, vos héritiers n'ont rien à vous reprocher. C'est une grande consolation pour un défunt. Assurément, on est bien aise au moins d'être mort méthodiquement. Au reste, il n'est pas de ces médecins qui marchandent les maladies. Non, c'est un homme expéditif. Expéditif! Qui aime à dépecer ses malades. Et quand on a à mourir, cela se fait avec lui le plus vite du monde. En effet, il n'est rien tel que de sortir promptement d'affaire. Cela est vrai. À quoi bon temps barguigner, étant tourner autour du pot? Il faut savoir vitement le court ou le long d'une maladie. Vous avez raison. Voilà déjà
à 3 de mes enfants dont il m'a fait l'honneur de conduire la maladie et qui sont morts en moins de 4 jours et qui, entre les mains d'un autre, auraient langui plus de 3 mois. Il est bon d'avoir des amis comme cela. Oh, sans doute. Il ne me reste plus que 2 enfants dont il prend soin comme les siens. Il les traite et gouverne à sa fantaisie sans que je me mêle de rien. Et le plus souvent, quand je reviens de la ville, je suis tout étonnée que je les trouve saignés ou purgés par son ordre. Voilà des soins fort obligeants. Le voici. Le voici. Le voici qui vient. Oh! Il en peut plus. Il dit qu'il sent dans la tête les plus grandes douleurs du monde. Le malade est un sot. D'autant plus que dans la maladie dont il est attaqué, ce n'est pas la tête, selon Galien, mais la rate qui lui doit faire mal. Oh, quoi que ce soit, M. Aïta, il a toujours son cours de vente depuis 6 mois. Bon! C'est signe que le dedans se dégage. Oh. Je l'irai visiter dans 2 ou 3 jours. Mais s'il mourait avant ce temps-là, ne manquez pas de m'en donner avis, car il n'est pas de la civilité qu'un médecin visite un mort. Ah! Et mon père est toujours malade de plus en plus. Ce n'est pas ma faute, je lui donne des remèdes. Que ne guérit-il? Oh. Ah! Combien a-t-il été saigné de fois? 15 depuis 20 jours. 15 fois saigné? Ouais. Et il ne guérit point. Non! Ah! Ah! C'est signe que la maladie n'est point dans le sang. Nous le ferons purger autant de fois pour voir si elle n'est pas dans les humeurs. Et si rien ne nous réussit, nous l'enverrons au bain. Voilà le fin, cela. Voilà le fin de la médecine. Oh, oh. Ah, c'est moi, monsieur, qui vous ai envoyé parler ces jours passés pour un parent à moi, un peu troublé d'esprit, et que je veux vous remettre chez vous afin de le guérir avec plus de commodité et qu'il soit vu de moins de monde. Oui, monsieur. J'ai déjà disposé tout et promets d'en avoir tous les soins imaginables. Ah, le voici. La conjoncture est tout à fait heureuse. J'ai ici un ancien de mes amis avec lequel je serais bien aise de consulter sa maladie. Une petite affaire m'est survenue qui m'oblige à vous quitter, mais voici une personne entre les mains de qui je vous laisse et qui aura soin pour moi de vous traiter du mieux qui lui sera possible. Le devoir de ma profession m'y oblige et c'est assez que vous me chargiez de ce soin. C'est son maître d'hôtel et il faut que ce soit une personne de qualité. Oui, je vous assure que je traiterai monsieur méthodiquement et dans toutes les régularités de notre art. Oh, mon Dieu! Il ne me faut point tant de cérémonie et je ne viens pas ici pour incommoder. Un tel emploi ne me donne que de la joie. Voilà toujours 6 pistoles d'avance en attendant ce que j'ai promis. Oh non, s'il vous plaît, je n'entends pas que vous fassiez de dépenses et que vous envoyiez rien acheter pour moi. Mon Dieu, laissez faire, ce n'est pas pour ce que vous pensez. Je vous demande de ne me traiter qu'en ami. C'est ce que je veux faire. Je vous recommande surtout de ne le point laisser sortir de vos mains, car parfois il veut s'échapper. Ne vous mettez pas en peine. Je vous prie de m'excuser de l'incivilité que je commets. Vous vous moquez, c'est trop de grâce, vous me... Ce m'est beaucoup d'honneur, monsieur, d'être choisi pour vous rendre service. Je suis votre serviteur. Voici un habile homme, mon confrère, avec lequel je vais consulter la manière dont nous vous traiterons. Il ne faut point tant de façons, vous dis-je. Et je suis homme à me contenter de l'ordinaire. Allons, des sièges! Voilà pour un jeune homme des domestiques bien lugubres. Allons, monsieur. Prenez votre place, monsieur. Votre très humble valet.
cela? Mangez-vous bien, monsieur. Ah oui, et bois encore mieux. Tant pis. Cette grande appétition du froid et de l'humide est une indication de la chaleur et sécheresse qui est au-dedans. Faites-vous des songes? Quelquefois... De quelle nature sont-ils? De la nature des songes. Quel diable de conversation est cela? Vos déjections, comment sont-elles? Ma foi, je ne comprends rien à toutes ces questions et je veux plutôt boire un coup. Un peu de patience. Nous allons raisonner sur votre affaire devant vous. Et nous le ferons en français pour être plus intelligible. Quel grand raisonnement faut-il pour manger un morceau? Ah! Comme ainsi soit qu'on ne puisse guérir une maladie qu'on ne la connaisse parfaitement et qu'on ne la puisse parfaitement connaître sans en bien établir l'idée particulière et la véritable espèce par ses signes diagnostiques et prognostiques, vous me permettrez, monsieur notre ancien, d'entrer en considération de la maladie dont il s'agit avant que de toucher à la thérapeutique et au remède qu'il nous conviendra faire pour la parfaite curation d'Icelle. Je dis donc, monsieur, avec votre permission, que notre malade ici présent est malheureusement attaqué, affecté, possédé, travaillé de cette sorte de folie que nous nommons fort bien mélancolie hypocondriaque, espèce de folie très fâcheuse, et qui ne demande pas moins qu'un esculape comme vous, consommé dans notre art, vous, dis-je, qui avez blanchi, comme on dit, sous le harnais, et auquel il en a tant passé par les mains, de toutes les façons. Je l'appelle mélancolie hypocondriaque, pour la distinguer des deux autres, car le célèbre Galien établit doctement, à son ordinaire, 3 espèces de cette maladie que nous nommons mélancolie, ainsi appelée non seulement par des latins, mais encore par les grecs, ce qui est bien à remarquer pour notre affaire. La première, qui vient du propre vice du cerveau. La seconde, qui vient de tout le sang fait et rendu intrabilaire. La troisième, appelée hypocondriaque, qui est la nôtre, laquelle procède du vice de quelques parties du bas-ventre et de la région inférieure, mais particulièrement de la rate, dont la chaleur et l'inflammation portent au cerveau de notre malade beaucoup de fuligines épaisses et crasses, dont la vapeur noire et maligne cause dépravation aux fonctions de la faculté princesse et fait la maladie dont par notre raisonnement il est manifestement atteint et convaincu. Qu'ainsi ne soit, pour diagnostic incontestable de ce que je dis, vous n'avez qu'à considérer ce grand sérieux que vous voyez. Cette tristesse, accompagnée de crainte et de défiance, signes pathognomoniques et individuels de cette maladie, si bien remarquée chez le divin vieillard Hippocrate. Cette physionomie, ces yeux rouges et hagards, cette grande barbe, cette habitude du corps menu, frêle, noir et velu, lesquels signes le dénotent très affecté par cette maladie procédant du vice des hypocondres, laquelle maladie, par laps de temps, naturalisée, envieillie, habituée et ayant pris droit chez lui de bourgeoisie, pourrait bien dégénérer ou en manie, ou en phtisie, ou en apoplexie, ou même en fine frénésie et fureur. Tout ceci supposé, puisqu'une maladie bien connue est à demi guérie, car ignoti nulla est curatio morbi. Il ne vous sera pas difficile de convenir des remèdes que nous devrons faire à monsieur. Premièrement, pour remédier à cette pléthore obturante et à cette cacochimie luxuriante par tout le corps, je suis d'avis qu'il soit phlébotomisé libéralement. C'est-à-dire que les saignées soient fréquentes et plantureuses. En premier lieu, de la basilique, puis de la céphalie. Et même, si le mal est opiniâtre, de lui ouvrir la veine du front. Et que l'ouverture soit large afin que le grand sang puisse sortir.
mal est ou une humeur crasse et féculente ou une vapeur noire et grossière qui obscurcit, infecte et salit les esprits animaux, il est à propos ensuite qu'ils prennent un bain d'eau pure avec force petit l'éclair pour purifier par l'eau la féculence de cette humeur crasse et éclaircir par le l'éclair la noirceur de cette vapeur. Voilà les remèdes que j'imagine, auxquels pourront être ajoutés beaucoup d'autres meilleurs par monsieur notre maître et ancien. Suivant l'expérience, jugement, lumière et suffisance qu'il s'est acquise dans notre art. Dixie. Dieu ne plaise qu'il me tombe en pensée d'ajouter rien à ce que vous venez de dire. Vous avez si bien discouru sur tous les signes, les symptômes et les causes de la maladie de monsieur. Le raisonnement que vous en avez fait est si docte et si beau qu'il est impossible qu'il ne soit pas fou et mélancolique hypocondriaque. Et quand il ne le serait pas, il faudrait qu'il le devînt pour la beauté des choses que vous avez dites, la justesse du raisonnement que vous avez fait. Oui, vous avez dépeint fort graphiquement, raffissé, dépeint Xystine. Yeah! Tout ce qui appartient à cette maladie. Il ne se peut rien de plus doctement, sagement, ingénieusement conçu. Pensez, imaginez que ce que vous avez prononcé au sujet de ce mal. Soit pour la diagnose, ou la prognose, ou la thérapie. Et il ne me reste rien ici que de féliciter monsieur d'être tombé entre vos mains et de lui dire qu'il est trop heureux d'être fou pour éprouver l'efficace et la douceur des remèdes que vous lui avez si judicieusement proposés. Je les approuve tous, hein. Manibus et pedibus descendo initium sanctorum. Tout ce que j'y voudrais, c'est de faire les saignées et purgations en nombre impair. Numéro Deus impari gaudet. De prendre le l'éclair avant le bain, de lui composer un fronton où il entre du sel. Le sel est symbole de la sagesse. De faire blanchir les murailles de sa chambre pour dissiper les ténèbres de ses esprits. Album est discregativum visus. Album est discregativum visus. Album est discregativum visus. Album est discregativum visus. Et de lui donner tout à l'heure un petit lavement pour servir de prélude et d'introduction à ces judicieux remèdes. Quand s'il a guéri, il doit recevoir du soulagement. Fasse le ciel que ces remèdes, qui sont les vôtres, réussissent aux malades selon notre intention. Monsieur, il y a 1 heure que je vous écoute. Est-ce que nous jouons ici une comédie? Non, monsieur, nous ne jouons point. Mais qu'est-ce que tout ceci est? Que voulez-vous dire avec votre galimatia et vos sottises? Bon, dire des injures, voilà un diagnostic qui nous manquait pour la confirmation de son mal. Et ceci pourrait bien tourner en manie. Avec qui m'a-t-on mis ici? Autre diagnostic, la sputation fréquente. Laissons cela! Et sortons d'ici! Autre
parbleu, je ne suis pas malade. On fait signe lorsqu'un malade de son poing son mal. Je vous dis que je me porte bien. Nous savons mieux que vous comment vous vous portez. Mais nous sommes médecins qui voyons clair dans votre constitution. Mais si vous êtes médecin, je n'ai que faire de vous. Je me moque de la médecine. Voilà un homme plus fou que nous pensons. Mon père et ma mère n'ont jamais voulu de remède. Ils sont morts tous deux sans l'assistance des médecins. Je ne m'étonne pas s'ils ont engendré un fils qui est insensé. Allons, procédons à la curation, et par la douceur exhilarante de l'harmonie, adoucissons, lénifions et appoissons les greffes de ces esprits que je vois prêts à s'enflammer. Que diable est cela? Les gens de ce pays-ci sont-ils insensés? Je n'ai jamais rien vu de pareil et je n'y comprends rien du tout. Voici un petit remède. Il vous faut prendre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je n'ai que faire de cela. Ah, il a été ordonné, monsieur. Il a été ordonné. Ah, que de bruit. Prenez-le, monsieur. Prenez-le. Il ne vous fera point de mal. Il ne vous fera point de mal. C'est un petit clistère. Un petit clistère. Bénin. Là. Prenez. C'est pour l'énergie. Allez-vous-en au diable. Il a forcé tous les obstacles que j'avais mis. Et s'est dérobé au remède que je commençais à lui faire. C'est être bien ennemi de soi.
soi-même que de fuir des remèdes aussi salutaires que les vôtres. Hein. Marque d'un cerveau démonté et d'une raison dépravée que de ne vouloir pas guérir. Vous l'auriez guéri haut la main. Sans doute, quand il y aurait eu complication de 12 maladies. Et cependant, voilà 50 pistoles bien acquises qui vous fait faire. Moi? Mais je n'entends point les perdre. Et prétends le guérir, en dépit qu'il en est. Il est lié et engagé à Mermed. Et je veux le faire saisir où je le trouverai. Comme déserteur de la médecine et infracteur de mes ordonnances. Vous avez raison. Vos remèdes étaient un coup sûr et c'est de l'argent qui vous vole. Où puis-je en avoir des nouvelles? C'est le bonhomme Oronte, assurément. Dont il vient d'épouser la fille. Et qui, ne sachant rien de l'infirmité de son gendre futur, sera peut-être suinté de conclure le mariage. Je vais lui parler tout à l'heure. Oui, vous ne ferez pas mal. Il est hypothéqué à mes consultations. Et un malade ne se moquera pas d'un médecin. C'est fort bien dit à vous. Et si vous m'en croyez, vous ne souffrirez point qu'il se marie que vous ne l'ayez pensé tout votre sou. Laissez-moi faire. Allez. Je vais de mon côté dresser une autre batterie. Et le beau-père est aussi dupe que le gendre. Monsieur, un certain monsieur de Poursognac qui doit épouser votre fille. Oui, je l'attends de Limoges et il devrait être arrivé. Aussi l'est-il. Et il s'en est fui de chez moi, après y avoir été mis. Mais je vous défends. Je vous défends de la part de la médecine, de procéder au mariage que vous avez conclu, que je ne l'ai dûment préparé pour cela, et mis en état de procréer des enfants bien conditionnés de corps et d'esprit. Mais comment donc? Eh bien, votre prétendu gendre a été constitué mon malade. Sa maladie, qu'on m'a donnée à guérir, est un meuble qui m'appartient. Qui m'appartient! Et que je compte entre mes effets. Et je vous déclare que je ne prétends point qu'il se marie, qu'au préalable il n'est satisfait à la médecine et subit les remèdes que je lui ai ordonnés. Il a quelque mal? Bah oui. Et quel mal, s'il vous plaît? Ne vous mettez pas en peine. Monsieur, est-ce quelque mal? Les médecins sont obligés au secret. Il suffit que je vous ordonne, à vous et à votre fille, de ne point célébrer sans mon consentement vos noces avec lui. Sur peine d'encourir la disgrâce de la faculté et d'être accablé de toutes les maladies qui nous plairont. Je les garde si cela est de faire le mariage. On me l'a mis entre les mains et il est obligé d'être mon malade. À la bonne heure. Et à beau fuir, je le ferai condamner par arrêt à se faire guérir par moi. J'y consens. Oui, il faut qu'il crève ou que je le guérisse. Je le veux bien. Et si je ne le trouve, je m'en prendrai à vous. Hein? Et vous guérirez au lieu de lui. Ah, je me porte bien. Il n'importe, il me faut un malade. Et je prendrai qui je pourrai. Prenez qui vous voudrez, mais ça ne sera pas moi. Il y a un peu la belle raison.
Monsieur, avec votre permission, je suis un tranché marchand flamand qui voudrait vous demander une petite nouvelle. Quoi, monsieur? Mettez votre chapeau sur la tête, monsieur, s'il vous plaît. Dites-moi, monsieur, ce que vous voulez. Moi, ne dire rien, monsieur. C'est fou, ne mettre pas les chapeaux sur la tête. Soit. Évidemment. Qu'y a-t-il, monsieur? Vous les connaître point en stifile une certaine monsieur Oronte. Allô? Oh, oui, je connais. Et quel homme est-il, monsieur, s'il vous plaît? C'est un homme comme les autres. Je vous demande, monsieur, s'il est un homme riche qui a du bien. Oh, oui. Oui, mais riche beaucoup, grandement, monsieur. Oh. Ah. Oui. Ah, j'en suis aise beaucoup, monsieur. Mais pourquoi cela? Bon, allez, monsieur, pour une petite raison de conséquences pour nous. Mais encore, pourquoi? Allez, monsieur, que c'est monsieur Oronte. Il donne son fils en mariage à une certaine monsieur de Poursognac. Eh bien, Et monsieur de Poursognac, il est un homme qui doit beaucoup grandement à 10 ou 12 marchands flamands qui est venu ici. Ce monsieur de Poursognac. Poursognac, oui. Doit beaucoup à 10 ou 12 marchands. Hein? Oui, monsieur. Et depuis 8 mois, nous avons obtenu une petite sentence contre lui et lui à remettre à payer tous ses créanciers de ce mariage que ce monsieur Oronte donne pour son fils. Il a remis là à payer ses créanciers. Ah oui, monsieur, et avec une grande dévotion, nous tous attendre ce mariage. La vie n'est pas mauvaise. Hein? Je vous donne le bonjour, monsieur. Je remercie monsieur de la faveur grande. Votre très humble valet. Je suis, monsieur, obligé plus que beaucoup du bon nouvelle que monsieur m'avoir donné. Ça ne va pas mal. Quittons notre ajustement de flamand pour songer à d'autres machines. Et tâchons de semer tant de soupçons et de division entre le beau-père et le gendre que cela rompe le mariage prétendu. Tous deux également sont propres à gober les hameçons qu'on leur veut tendre. Et entre nous autres fourbes de la première classe, nous ne faisons que nous jouer lorsque nous trouvons un gibier aussi facile que celui-là. Que diable est cela? Qu'est-ce, monsieur? Qu'avez-vous? Tout ce que je vois me semble lavement. Comment? Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé dans ce logis à la porte duquel vous m'avez conduit. Non, vraiment, qu'est-ce que c'est? Je pensais y être régalé comme il faut. Eh bien... Je vous laisse entre les mains de monsieur. Des médecins habillés de noir, dans une chaise, tâter le pouls, comme un six-soir. Il est fou! Deux gros joufflus, un grand chapeau. Bandi, bandi! Ah, ses pantalons! Taratata, taratata!
Allegramente, Mozzu, pour Sognac. Apothicaire, lavement. Prenez, monsieur. Prenez, prenez. Il est vénin, vénin, vénin. C'est pour déterger, pour déterger, déterger. Jamais je n'ai été si saoul de sottise. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Cela veut dire que cet homme-là, avec ses grandes embrassades, est un fourbe qui m'a mis dans une maison pour se moquer de moi et me faire une pièce. Cela est-il possible? Sans doute. Ils étaient une douzaine de possédés après mes chausses et j'ai eu toutes les peines du monde à m'échapper de leurs pattes. Voyez un peu. Les mines sont bien trompeuses. Je l'aurais cru le plus affectionné de vos amis. Ah. Voilà un de mes étonnements. Comme il est possible qu'il y ait des fourbes comme cela dans le monde. Ne songe point le lavement. Voyez, je vous prie. Oh! Il y a quelques petites choses qui s'approchent de cela. J'ai l'odorat et l'imagination tout remplie de cela et il me semble toujours que je vois une douzaine de lavements qui me couchent en joue. Ah voilà une méchanceté bien grande. Et les hommes sont bien traîtres et bien scélérats. Enseignez-moi de grâce le logis de monsieur Oronte. Je suis bien aise d'y aller tout à l'heure. Vous êtes de complexion amoureuse. Et vous avez ouï parler que ce monsieur Oronte a une fille. Oui, je viens l'épouser. L'épouser? Oui. En mariage? De quelle façon donc? Ah, c'est une autre chose. Et je vous demande pardon. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Rien. Mais encore. Rien, vous dis-je. J'ai un peu parlé trop vite. Oh, je vous prie de me dire ce qu'il y a là-dessous. Non, cela n'est pas nécessaire. De grâce. Point. Je vous prie de m'en dispenser. Est-ce que vous n'êtes pas de mes amis? Si fait, on ne peut pas l'être davantage. Et vous devez donc ne me rien cacher. C'est une chose où il y va de l'intérêt du prochain. Afin de vous obliger à m'ouvrir votre cœur, voilà une petite bague que je vous prie de garder pour l'amour de moi. Ah, laissez-moi consulter un peu, si je le puis faire en conscience. C'est un homme qui cherche son bien, qui tâche de pourvoir sa fille le plus avantageusement qu'il est possible. Et il ne faut nuire à personne. Ah, ce sont des choses connues à la vérité. Mais j'irai les découvrir à un homme qui les ignore, et il est défendu de scandaliser son prochain. Cela est vrai. Hein? D'autre part, voilà un étranger qu'on veut surprendre, qui de bonne foi vient se marier avec une fille qu'il ne connaît pas et qui ne l'a jamais vue. Un gentilhomme plein de franchise, pour qui je me sens de l'inclination, qui me fait l'honneur de me tenir pour son ami, prend confiance en moi, et me donne une bague à garder pour l'amour de lui. Oui, je trouve que je puis vous dire les choses sans blesser ma conscience. Mais tâchons de vous les dire le plus doucement qu'il nous sera possible et d'épargner les gens le plus que nous pourrons. Alors de vous dire que cette fille-là mène une vie déshonnête, cela serait un peu trop fort. Cherchons pour nous expliquer quelques termes plus doux. Le mot de galante aussi n'est pas assez. Celui de coquette achevée me semble propre à ce que nous voulons, et je puis m'en servir pour vous dire honnêtement ce qu'elle est. Oh. L'on me veut donc prendre pour dupe? Oh, peut-être dans le fond n'y a-t-il pas tant de mal que tout le monde le croit, et puis il y a des gens après tout qui se mettent au-dessus de ces sortes de choses et qui ne croient pas que leur honneur dépende. Je suis votre serviteur. Je ne me veux point mettre sur la tête un chapeau comme celui-là. Et l'on aime à aller le front levé dans la famille des Poursognac. Voilà le père. Ce vieillard-là? Oui. Je me retire. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, serviteur, monsieur, serviteur. Vous êtes monsieur Oronte, n'est-ce pas?
Oui. Et moi, monsieur de Poursognac. Oh, la bonne heure. Croyez-vous, monsieur Oronte, que les Limousins soient des sots? Et croyez-vous, monsieur de Poursognac, que les Parisiens soient les bêtes? Vous imaginez-vous, monsieur Oronte, qu'un homme comme moi soit si affamé de femmes? Vous imaginez-vous, monsieur de Poursognac, qu'une fille comme la mienne soit si affamée de mari? On vient de me dire, mon père, que monsieur de Poursognac est arrivé. Le voilà, sans doute. Qu'il est bien fait, qu'il a bon air et que je suis contente d'avoir un tel époux. Souffrez que je l'embrasse et que je lui témoigne. Mais doucement, ma fille, doucement. Dieu, quelle galante! Comme elle prend feu d'abord. Je voudrais bien savoir, monsieur de Poursognac, par quelle raison vous venez. Que je suis aise de vous voir et que je brûle d'impatience. Oh, ma fille, ôtez-vous de là, vous dis-je. Quelle égrillarde! Je voudrais bien, dis-je, savoir par quelle raison, s'il vous plaît, vous... Vertu de ma vie! Encore? Mais qu'est-ce à dire cela? Ne voulez-vous point que je caresse l'époux que vous m'avez choisi? Non, rentrez là-dedans. Je veux demeurer là, s'il vous plaît. Rentrez, vous dis-je. Laissez-moi le regarder. Non, si tu ne veux pas rentrer... Eh bien, je rentre. Ma fille est une sotte qui ne sait pas les choses. Comme nous lui plaisons! Non, tu ne veux pas te retirer. Quand est-ce donc que vous me marierez avec monsieur? Non, jamais. Tu n'es pas pour lui. Je le veux savoir, moi, puisque vous me l'avez promis. Si je te l'ai promis... Oh, je te le dépromets. Elle voudrait bien me tenir! Il faut faire, nous serons mariés ensemble, en dépit de tout le monde. Mais je vous en empêcherai bien tous deux. Je vous assure. Oh. Voyez un peu quel vertigo lui prend, là. Mon Dieu, notre beau-père prétendu, ne vous fatiguez point tant. On n'a pas envie de vous enlever votre fille. Et toutes vos grimaces n'attraperont rien. Ben, toutes les vôtres n'auront point grand effet. Vous êtes-vous mis dans la tête que Léonard de Poursognac soit un homme à acheter chat en poche, et qu'il n'ait pas là-dedans quelques morceaux de judiciaire pour se conduire, pour se faire informer de l'histoire du monde et voir si en se mariant, son honneur a bien toutes ses sûretés? Je ne sais pas ce que cela veut dire. Mais vous êtes-vous mis dans la tête qu'un homme de 63 ans ait si peu de cervelle et considère si peu sa fille? Que de la marier avec un homme qui a ce que vous savez, et qui a été mis chez un médecin pour être pansé. C'est une pièce que l'on m'a faite et je n'ai aucun mal. Le médecin me l'a dit lui-même. Le médecin en a menti. Je suis gentilhomme et je le veux voir l'épée à la main. Je sais ce que j'en dois croire, et vous ne m'abuserez pas là-dessus. Oh, non plus que sur les dettes que vous avez assignées sur le mariage de ma fille. Quelle dette? Bon, la feinte ici est inutile. J'ai vu le marchand flamand, qui, avec les autres créanciers, a obtenu depuis 8 mois sentence contre vous. Quel marchand flamand? Quel créancier? Quelle sentence obtenue contre moi? Vous savez bien ce que je veux dire. Qu'est-ce que veut cette femme-là? Ti fa semblare di me pesca lui se e non ruggisse spazi piden che ti siotti ne ruggisse spazi bébé non savez pas vous tout à cause vous demandez que vous y êtes à la fille hein mais vous
dit qu'il y a 7 ans, en passant à Pézenas, il eut l'adresse, par ses mignardises qu'il sait si bien faire, de lui gagner le cœur et l'obligea par ce moyen à lui donner la main pour l'épouser. Oh. Que diable est ceci? Le traître me quitta 3 ans après sous prétexte de quelque affaire qu'il appelait dans son pays. Et depuis, je n'en ai point eu de nouvelles. Mais dans le temps que j'y songeais le moins, on m'a donné avis qu'il venait dans cette ville. Oh, pour se remarier avec une autre jeune fille. Que ses parents lui ont promise sans rien savoir de ce premier mariage. J'ai tout quitté en diligence. Et je me suis rendu dans ce lieu. Hein? Pour m'opposer à ce mariage criminel et confondre aux yeux de tout le monde le plus méchant des hommes. Le plus méchant des hommes. Voilà une étrange effrontée. Moi, je suis votre mari. Femme, on se dire le contraire. Oui, triste personnage. Marie cruelle. La douleur mortelle. Vous saurez m'empêcher de pleurer, allez. Vous êtes un méchant homme. Je ne connais rien à tout ceci. Je n'en pille plus. Et si tout est soufflé. Ah, fanfaron. Tu m'as bien fait courir, hein? Oh, tu ne m'es pas promis. Justice! Justice! Est-ce que vous empêchez mon mariage? Ah, c'est mon mari, monsieur. Et je vais faire pendre ce bon péderlo. Oh, mais quel diable de domestique! Oui, madame. Et si sa femme? Je n'entends mieux ce baragouin et l'eau. Sauf femme. Je vous dis que je suis ami. Comment vous ici? Il y a 4 ans qu'il m'a épousé. C'est des garants de tout ce que je dis. Notre fille en est témoin. Tous 50 heures à assister à notre noce. Rien de plus certain. Est-ce que tu me démentiras, méchant homme? Il est aussi vrai l'un que l'autre. Voyez un peu l'insolence. Quoi? Tu ne te souviens bien de ce pauvre enfant, la petite Madeleine, que tu m'as laissé pour que je t'offre? Voilà 2 impudentes car
fils de putain! Tu ne sais pas que la dernière confession te restaurer a tanti papà e ti fa male un review alla tendenza paternello. Mi scappa la spazio, infame. Io che verisighi per tutte te repucciato un primi, giusto che anche mi sia benata e che te io fai repegna. Come li fai repegna? Non così tu mi dici solo! Ed è insensible qui reste ce qu'on va faire! Ah, tu ne te sauveras mis mes pattes! Et un député d'un, je serais pas à voir que si ta femme! Et je te ferai pendre! Au secours! Au secours! Où fuirais-je? Je n'en puis plus! Allez, vous ferez bien de le faire punir. Il mérite d'être pendu. Je conduis de l'œil toutes choses. Et tout ceci ne va pas mal? Nous fatiguerons tant notre provincial qu'il faudra, ma foi, qu'il déguerpisse. Ah, je suis assommé. Quelle peine! Quelle maudite ville! Assassiné de tous côtés. Qu'est-ce, monsieur? Est-il encore arrivé quelque chose? Oui. Il pleut en ce pays. Des femmes et des lavements. Comment donc? 2 carognes de baragouineuses me sont venues accuser de les avoir épousées toutes deux et me menacent de la justice. Voilà une méchante affaire. Et la justice en ce pays-ci est rigoureuse en diable contre cette sorte de crime. Oui. Mais quand il y aurait ajournement, décret et jugement obtenu par surprise, défaut et contumace, j'ai la voie de conflit de juridiction pour temporiser et venir aux moyens de nullité qui seront dans les procédures. Voilà en parler dans tous les termes, et l'on voit bien, monsieur, que vous êtes du métier. Moi? Et point du tout. Je suis gentilhomme. Il faut bien, pour parler ainsi, que vous ayez étudié la pratique. Un point! Ce n'est que le sens commun qui me fait juger. Que je serai toujours reçu à mes faits justificatifs. Et que l'on ne me saurait condamné sur une simple accusation, sans un récollement et confrontation avec mes partis. En voilà du plus fin encore. Ces mots-là me viennent sans que je les sache. Il me semble que le sens commun d'un gentilhomme peut bien aller à concevoir ce qui est du droit et de l'ordre de la justice, mais non pas à savoir les vrais termes de la chicane. Ce sont quelques mots que j'ai retenus en lisant les romans. Fort bien. Pour vous montrer que je n'entends rien du tout à la chicane, je vous prie de me mener chez quelque avocat pour consulter mon affaire. Je le veux. Et vais vous conduire chez 2 personnes fort habiles. Mais j'ai auparavant à vous avertir de n'être point surpris de leur manière de parler. Ils ont contracté du barreau certaines habitudes de déclamation qui fait qu'on dirait qu'ils chantent. Et vous prendrez pour musique tout ce qu'ils vous diront. Et qu'importe comme ils parlent, pourvu qu'ils me disent ce que je veux savoir. La polygamie est un cas potable. Si vous consultiez nos hôtes, législateurs et glossateurs, Justinien, Papillon, Ulpion et Tri.
capable. La polygamie est un job formidable. Tous les peuples policés, et bien sans les Français, les Anglais, Hollandais, Danois, Suédois, Polonais, Portugais, Espagnols, Flamands, Italiens, Allemands. Sur ce fait, tiennent loi semblable et affaires et sans embarras. La polygamie est un job. La polygamie est un job. La polygamie est un job. Est un job condamné. La polygamie est un job. La polygamie est un job. La polygamie est un job. Est un job condamné. Oui, les choses s'acheminent où nous voulons. Et comme ces lumières sont fort petites et son sens le plus bordé du monde, je lui ai fait prendre une frayeur si grande de la sévérité de la justice de ce pays et des apprêts qu'on faisait déjà pour sa mort, qu'il veut prendre la fuite. Et pour se dérober avec plus de facilité aux gens que je lui ai dit qu'on avait mis aux portes de la ville pour l'arrêter, il s'est résolu à se déguiser. Et le déguisement qu'il a pris est l'habit d'une femme. Je voudrais bien le voir en cet équipage. Songez de votre part à achever la comédie. Et tandis que je jouerai mes scènes avec lui. Allez-vous-en! Vous entendez bien? Ah oui. Et lorsque je l'aurai mis où je veux. Fort bien. Et quand le père aura été averti par moi. Et cela va le mieux du monde. Voici notre demoiselle. Allez vite qu'ils ne nous voient ensemble. Ah, pour moi, je ne crois pas qu'en cet état, on puisse jamais vous connaître. Et vous avez la mine comme cela d'une femme de condition. Et voilà qui m'étonne, quand en ce pays-ci, que les formes de la justice ne soient point observées. Oui, je vous l'ai déjà dit. Ils commencent par faire pendre un homme, et puis ils lui font son procès. Voilà une justice bien injuste. Elle est sévère comme tous les diables, particulièrement sur ces sortes de crimes. Mais quand on est innocent... N'importe, il ne s'enquête point de cela. Et puis, ils ont en cette ville une haine effroyable pour les gens de votre pays. Et ils ne sont point plus ravis que de voir pendre un limousin. Qu'est-ce que les Limousins leur ont fait? Ce sont des brutaux, ennemis de la gentillesse et du mérite des autres villes. Pour moi, je vous avoue que je suis pour vous dans une peur épouvantable. Et je ne me consolerais de ma vie si vous veniez à être pendu. Ce n'est pas tant la peur de la mort qui me fait fuir, que de ce qu'il est fâcheux à un gentilhomme d'être pendu. Et qu'une preuve comme celle-là ferait tort à nos titres de noblesse. Vous avez raison. On vous contestera après cela le titre d'écuyer. Au reste, étudiez-vous quand je vous mènerai par la main à bien marcher comme une femme et prendre le langage et toutes les manières d'une personne de qualité. Laissez-moi faire, j'ai vu les personnes du bel air. Ah. Tout ce qu'il y a, c'est que j'ai un peu de barbe. Votre barbe n'est rien, et il y a des femmes qui en ont autant que vous. Moi, ça, voyons comme vous ferez. Bon. Ah, allons donc. Mon carrosse. Où est-ce qu'est mon carrosse?
mon Dieu! Qu'on est misérable d'avoir des gens comme cela! Ah, mais est-ce qu'on me fera attendre toute la journée sur le pavé et qu'on ne me fera point venir mon carrosse? Voilà! Ah! Cachez! Petit laquais! Oh! Petit fripon! Que de coups de fouet! Je vous ferai donner dans vous! Petit laquais! Petit laquais! Oh! Autant qu'est-ce que ce petit laquais? Ce petit laquais ne se trouvera-t-il point? Ne me fera-t-on point venir, ce petit laquais? Est-ce que je n'ai pas un petit laquais dans le monde? Voilà qui va à merveille. Mais je remarque une chose. Cette coiffe est un peu trop déliée. J'en vais quérir une un peu plus épaisse pour vous mieux cacher le visage en cas de quelque rencontre. Que deviendrais-je cependant? Attendez-moi là, je suis à vous dans un moment. Vous n'avez qu'à vous promener. Allons! Dépêchons, camarades! Il faut aller tous de nous à la grève pour voir le justicier, Simon Parsognac, qu'il a été condamné par ordonnance à être répandu par son cou. Il faut nous voir en fenêtre pour voir cette justice. Ils disent qu'ils ont déjà planté un grand potasse à tout neuf pour y accrocher Stepan Sognac. Il sera ma foi un grand plaisir d'y regarder pendre ce limousin. Ah ouais, d'aller voir gambiller les pieds en route devant tout le monde. Lui est un plaisant drôle, ouais. Lui disent que ça serait se marier 3 fois. Ouais, et si diable il voulait 3 femmes tout seul, l'on est bien dans cette une. Bonjour, mademoiselle. Que fait le fou là, tout seul? Oh, j'attends mes gens, messieurs. Il est belle, par mon foi. Doucement, monsieur. Eh fou, mademoiselle, il falloir venir réjouir fou à la grève, hein? Nous faire voir à fou un petit parlement, bien joli. Je vous rends grâce. Il est un limousin qui sera pendu gentiment à un grand potence. Je n'ai pas de curiosité. Oh, il est là un petit téton qu'il est tout drôle. Tout beau. Mon foi, moi coucher bien avec vous. Vous savez trop. Et ces sortes d'ordures-là ne se disent point à une femme de ma condition. Ouais, laisse-toi. C'est moi qui vais vouloir coucher avec elle. Ah non, moi ne vouloir pas laisser, hein. Moi, il vouloir pas. Et moi ne faire rien. Toi l'avoir menti. Ah, toi l'avoir menti toi-même. Au secours. À la force. Aïe, aïe. Qu'est-ce? Quelle violence est cela et que voulez-vous faire à madame? Allô? Que l'on sorte de là si vous ne voulez que je vous mette en prison. Oh, petit bon, toi ne la vois point. Ils vont aussi, hein. Toi ne l'avoir pas non plus. Je vous suis bien obligé, monsieur, de m'avoir délivré de ces insolents. Ouais. Voilà un visage qui ressemble fort à celui que l'on m'a dépeint. Ce n'est pas moi, je vous assure. Ah! Qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais pas. Pourquoi donc dites-vous ça? Pour rien. Voilà un discours qui marque quelque chose. Hein? Et je vous arrête prisonnier. Oh, monsieur, de grâce. À votre mine et à vos discours, il faut que vous soyez ce monsieur de Poursognac que nous cherchons et qu'il se soit déguisé de la sorte. Et vous viendrez en prison tout à l'heure. Hélas. Ah, ciel, que veut dire cela? Ils m'ont reconnu.
connu. Oui, oui, c'est de quoi je suis ravi. Eh, monsieur, pour l'amour de moi, vous savez que nous sommes amis il y a longtemps. Je vous conjure de ne point mener en prison. Non, non, il m'est impossible. Ah, monsieur, vous êtes homme d'accommodement. N'y a-t-il pas moyen d'ajuster cela avec quelques pistoles? Mais retirez-vous un peu. Il faut lui donner de l'argent pour vous laisser aller. Oh, mais faites vite. Maudite ville! Tenez, monsieur. Combien y a-t-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, mon ordre est trop express. Oh, mon Dieu, attendez! Il faut lui en donner encore autant. Mais Dépêchez-vous, vous dis, je ne perdis point de temps. Vous auriez un grand plaisir quand vous seriez pendu. Tenez, monsieur. il faut donc que je m'enfuie avec lui, car il n'y aurait point ici de sûreté pour moi. Laissez-le-moi conduire et ne bougez d'ici. Je vous prie donc d'en avoir un grand soin. Je vous promets de ne le point quitter que je ne l'ai mis en lieu de sûreté. Adieu! Voilà le seul honnête homme que j'ai trouvé en cette ville. Ne perdez point de temps. Je vous aime tant que je voudrais que vous fussiez déjà bien loin. Que le ciel te conduise. Par ma foi, voilà une grande dupe. Quelle fâcheuse nouvelle pour un père. Pauvre ronde que je te plains. Que diras-tu? Et de quelle manière pourras-tu supporter cette douleur mortelle? Oh, mais qu'est-ce? Quel malheur me présages-tu? Ah, monsieur, ce traître de monsieur le Pourceaugnac, ce perfide Limosin, vous enlève votre fille. Il m'enlève ma fille! Oui, elle en est devenue si folle qu'elle vous quitte pour le suivre. Et l'on dit qu'il a un caractère pour se faire aimer de toutes les femmes. Allons vite à la justice! Allons, vous viendrez malgré vous, et je vais vous remettre entre les mains de votre père. Tenez, monsieur, voilà votre fille, que j'ai tirée de force d'entre les mains de l'homme avec qui elle s'enfuyait. Non pas pour l'amour d'elle, mais pour votre seule considération. Car après l'action qu'elle a faite, je dois la mépriser et me guérir absolument de l'amour que j'avais pour elle. Ah, infâme que tu es! Comment me traiter de la sorte après les marques d'amitié que je vous ai données? Je ne vous blâme point de vous être soumise aux volontés de monsieur votre père. Il est sage et judicieux dans les choses qu'il fait, et je ne me plains point de lui de m'avoir rejeté pour un autre. S'il a manqué à la parole qu'il m'avait donnée, il a ses raisons pour cela. On lui a fait croire que cet autre est plus riche que moi, de 4 ou 5 000 écus. Et 4 ou 5 000 écus est un denier considérable et qui vaut bien la peine qu'un homme manque à sa parole. Mais oubliez en un moment toute l'ardeur que je vous ai montrée. Vous laissez d'abord enflammer d'amour pour un nouveau venu et le suivre honteusement contre le consentement de monsieur votre père après les crimes qu'on lui impute. C'est une chose condamnée de tous et dont mon cœur ne peut vous faire d'assez sanglants reproches. Eh bien oui, j'ai conçu de l'amour pour lui et je l'ai voulu suivre, puisque mon père me l'avait choisi pour époux. Quoi que vous me disiez, c'est un fort honnête homme.
Et tous les crimes dont on l'accuse sont faussetés, épouvantables. Alors taisez-vous. Vous êtes d'une impertinence et je sais mieux que vous ce qui en est. Ce sont sans doute des pièces qu'on lui fait. Et c'est peut-être lui qui a trouvé cet artifice pour vous en dégoûter. Moi? Je serais capable de cela? Roulez-vous! Taisez-vous, vous dis-je, vous êtes une sotte. Non. 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 Ne vous imaginez pas que j'ai aucune envie de détourner ce mariage et que ce soit ma passion qui m'ait fait courir après vous. Je vous l'ai déjà dit. Ce n'est que la seule considération que j'ai pour monsieur votre père, et je n'ai pu souffrir qu'un honnête homme comme lui fût exposé à la honte de tous les bruits qui pourraient suivre une action comme la vôtre. Je vous suis, Seigneur Eraste. Infiniment obligé. Adieu, monsieur. J'avais toutes les ardeurs du monde d'entrer dans votre alliance et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour obtenir un tel honneur. Mais j'ai été malheureux. Et vous ne m'avez pas jugé digne de cette grâce. Cela ne m'empêche pourtant que je ne conserve pour vous les sentiments d'estime et de vénération où votre personne m'oblige. Et si je n'ai pu être votre gendre, au moins serai-je éternellement votre serviteur. Arrêtez, Seigneur Eraste. Votre procédé me touche là, mais je vous donne ma fille en mariage. Je ne veux point d'autre mari que monsieur de Pourceaugnac. Et je veux, moi, tout à l'heure, que tu prennes le Seigneur Eraste ça à la main. Non, je n'en ferai rien. Je te donnerai sur les oreilles, hein. Non, ne lui faites point de violence. C'est à elle à m'obéir et je sais me montrer le maître. Ne voyez-vous pas comme elle aime cet homme? Et voulez-vous que je possède un corps dont un autre possédera le cœur? Mais c'est un sortilège qu'il lui a donné. Vous verrez qu'elle changera de sentiment avant qu'il soit peu. Allons, votre main. Je ne veux pas de... Ah, que de bruit! Ne croyez pas que ce soit pour l'amour de vous que je vous donne la main. Ce n'est que monsieur votre père dont je suis amoureux. Et c'est lui que j'épouse. Je vous suis, Seigneur Eraste. Infiniment obligé. Oh, et j'augmente de 10 000 écus le mariage de ma fille. Allons. Qu'on fasse venir le notaire pour dresser le contrat. En attendant qu'il vienne, nous pouvons jouir du divertissement de la saison et faire entrer les masques que le bruit des noces de monsieur de Pourceaugnac a attirés ici de tous les endroits de la ville. Sortez. Sortez de ces lieux. Soucis, chagrins et tristesses. Venez. Venez, ris et jeux. Amour, plaisir et tendresse. Ne songeons qu'à nous réjouir. La grande affaire est le plaisir. Qu'à nous réjouir. La grande affaire est le plaisir. À me suivre tous ici. Votre ardeur est non commune. Et vous êtes en souci de votre bonne fortune. Soyez toujours amoureux. C'est le moyen d'être heureux. Aimez jusqu'aux autres trépas. La raison nous y convie. Hélas, si l'on n'aimait pas. Que serait-ce de la vie? Ne songeons qu'à nous réjouir. La grande affaire est le
le plaisir.